Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette rencontre dans le cadre de la Semaine Mortelle. Alors, je suis très contente d'accueillir Anne Duvivier, qui est outre romancière, puisque Dernière Folie est son 6e roman, est également psychothérapeute et vit à Bruxelles. Je n'ai pas d'autres renseignements sur vous. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Mon Dieu, c'est une vaste question, ça. Disons que je suis psychothérapeute depuis environ 25 ans et que j'ai fait un revirement professionnel à moitié de ma vie, autour de mes 50 ans. Avant ça, je travaillais dans une société commerciale, mais ça ne me convenait plus. Et donc, j'ai repris des études de manière à pouvoir me lancer dans quelque chose qui, pour moi, avait davantage de sens. On va parler de ce roman. Vous pouvez le présenter en quelques mots, sans trop dévoiler évidemment la fin, mais quelques mots à propos de cette histoire. Je dirais le point de départ, c'est Hervé. Hervé, il a 65 ans, il habite à la campagne, une grande maison. Il est en couple depuis une dizaine d'années avec une femme beaucoup plus jeune que lui et il sent que son couple est en train de battre de l'aile. Il se sent un peu aussi vieillir et il a l'idée finalement de rameuter ses anciens copains lorsqu'il était jeune, quand il avait 25 ans, avec qui il avait vécu plein de choses assez significatives, en leur proposant un habitat groupé chez lui dans sa grande maison. Il se verrait bien vieillir en fait avec ses anciens amis. Ça, c'est le point de départ. Oui. D'où vous est venue cette idée? Est-ce que c'est une expérience personnelle d'habitat groupé ou des exemples que vous connaissiez? C'est pas du tout une expérience personnelle, mais c'est plutôt venu à partir d'une question que mon mari et moi, on s'est posée. Et je me suis rendu compte qu'une fois à un certain âge, on est nombreux à se poser cette question, de se dire, mais comment on va vieillir? Où est-ce que nous allons vieillir? Est-ce que notre maison ne devient pas trop grande? Est-ce qu'on ne devrait pas aller dans un appartement? Est-ce que peut-être trouver une solution pour ne pas devoir aller en maison de repos le jour où? Et donc toutes ces questions, une fois à un certain âge, et je vois ici le public n'est pas tout à fait jeune, donc j'imagine que peut-être ça vous parle aussi, ce sont des questions. Comment on va faire dans les années qui viennent? Comment on aura envie de vivre? Et voilà, c'est parti de ces questionnements-là. Mais ce n'est pas une expérience personnelle. Ni une connaissance. Par contre, effectivement, dans mon entourage, mais plutôt lointain, je connais des personnes qui ont été dans des habitats groupés, mais parfois intergénérationnels aussi. Oui, ça, on en entend assez souvent parler. Oui. Alors qu'ici, c'est plutôt Hervé, en fait, ce sont ses vieux potes qu'il a envie, tous des vieux 68ards, parce qu'entre-temps, ils ont tous 65 et 70 ans, qu'il a envie de rameuter. 68ards, 70 ans, les 68ards sont plus âgés que ça. Oui, d'accord. J'ai eu un choc d'ailleurs à un moment où on parlait des gens proches de la mort à 65 ans. Je me suis dit, au secours! Oui. Non, en fait, ça, c'est un peu une volonté. J'avais pensé initialement de mettre des personnages un peu plus âgés. Et puis je me suis dit, je ne vais pas trouver de lectorat si je mets des personnages de 70, 85 ans. Et donc j'ai un petit peu rabaissé l'âge. Parfois on est surpris. Hein. Je me souviens au prix des lycéens du roman de Foulek Ringelen, La seconde vie d'Abraham Potts, qui était une histoire avec un monsieur extrêmement vieux. Ça a marché du tonnerre auprès des élèves de 15-16 ans. Donc voilà. Est-ce que, de manière générale, vous pensez que ce genre, indépendamment du roman, que ce genre d'idée fonctionne à long terme? À long terme, d'abord, le terme est peut-être assez court. Oui, enfin, à long terme, je veux dire... Mais oui, je pense, et il y a des formules qui existent. Alors, je ne fais pas la publicité de AB Life, mais peut-être que vous avez entendu parler de une association où chacun est à sa chambre, mais il y a des parties... communes qui sont la salle à manger. Il y a je crois qu'ils sont obligés de prendre les repas ensemble et une fois par semaine, chacun cuisine pour le petit groupe. Et donc, ça a l'air de fonctionner, ce genre d'initiative. Je pense que ça demande un cadre et que le cadre doit être fixé avec des règles de fonctionnement parce que sinon, si chacun y va de son idée, ça serait peut-être compliqué. Je pense que ça demande beaucoup de bonne volonté
d'être prêt à s'adapter, à aimer les gens et la rencontre et la nouveauté. Mais je pense que on parle beaucoup de personnes isolées quand elles deviennent plus âgées. Et donc je trouve que c'est une belle alternative pour ceux qui en ont le souhait. C'est d'ailleurs une des questions qui va se poser dans le roman, c'est la Oui. question du cadre. Oui, ben oui. C'est là que peut-être se pose un problème pour Hervé, c'est y aura-t-il ou pas un cadre et qui va en décider? Oui, Et ça nous amène à ma deuxième question, les personnages. oui. On a là toute une gamme de personnalités différentes, Mhm. comme dans la vie, Oui. ça peut se produire. Comment avez-vous construit cette constellation de personnages? En fait, quand je commence à écrire un roman, je ne sais jamais où je vais. Donc, je suis partie avec ce personnage d'Hervé, le gars qui a 65 ans, donc, et son couple qui bat de l'aile, avec l'idée qu'il allait rameuter des anciens copains. Et puis, petit à petit, j'ai fait venir un personnage que j'ai inventé, puis un deuxième, puis un troisième. Et ça vient au fur et à mesure de la construction du roman. Et alors, je commence à visualiser les personnages. Alors là, j'ai fait attention à ce que c'était assez complexe parce qu'il y a 6 personnages, c'est beaucoup. Je leur donne chaque fois un peu la parole, de façon d'un chapitre à l'autre, de manière à ce que le lecteur ne se perde pas. Il fallait qu'ils soient suffisamment différenciés de par leur caractère, de par leur parcours de vie. Et c'est aussi par ce biais-là qu'on va apprendre à les connaître, hein, par ce qu'ils ont vécu depuis leur vingtaine d'années jusqu'à maintenant quand on les retrouve. Et alors il y a l'ombre de Swamiji, une espèce de gourou qui a été à l'origine de leur rencontre. Alors oui. Ça fait un peu aussi 68 Arts, on en parlait tout à l'heure, communauté un peu hippie comme ça à laquelle ils ont participé. C'est ça qui les a fédérés en fait quand ils étaient plus jeunes. Ils avaient tous ils étaient autour d'un pseudo-gourou, en tous les cas. Quelqu'un qui les a très fort marqués à un âge où ils étaient assez impressionnables, quand ils avaient une vingtaine d'années, 25 ans. Et ils ont vécu des choses importantes dans leur vie qui les a orientés, peut-être pour certains, dans la suite de ce qu'ils allaient devenir. Et c'est un peu ça que Hervé aimerait retrouver, cette sorte de fraternité où tout le monde s'aime, le monde est merveilleux, c'était les années 70, il n'y a pas de guerre, faisons l'amour et pas la guerre, c'était ça. Hein. Donc, c'est ça le rêve d'Hervé d'une certaine manière. Oui, et surtout faire l'amour. Oui, surtout faire l'amour. Parce que clairement, c'est un des moteurs du groupe. Oui. Ils ont eu chacun des relations... Mais oui, c'était en fait après mai 68, donc tous les carcans ont volé en éclats, c'était l'expérimentation de plein de nouvelles choses, de la liberté, et donc c'est un peu ça aussi dont il a la nostalgie. Oui, et justement, est-ce que ces relations, c'est le ciment ou plutôt l'obstacle à la cohésion du groupe, à votre avis? Oui, mais c'est une bonne question. C'est une question qu'on peut se poser. Oui, c'est en tous les cas avec cette idée-là en tête du ciment, de ce qui nous a rassemblés quand nous étions plus jeunes et ce qu'on a aimé. Et puis, on va se rendre compte qu'entre-temps, certains personnages ont continué à se voir pendant les 30 ans qui séparent, donc les 20 ans et les 60 ans. Et d'autres se sont un peu perdus de vue. Donc, les liens sont différents entre les uns et les autres. Et on va voir que... et ça se passe que le roman se passe pendant environ une dizaine de jours, quelque chose comme ça, que va réémerger certains souvenirs et que la manière dont ont été vécus certains événements de leur jeunesse, les uns ne le voient pas de la même manière que les autres. Et donc ce qui a peut-être fait ciment ou à l'époque, peut-être que ça ne fait plus ciment aujourd'hui, hein, et que ça crée des incompréhensions aussi. Des conflits même. Des conflits, oui. Mais, et les attentes des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Pas du tout. Et donc effectivement, hein, vous imaginez de vous retrouver avec 6 ou 7 personnes que vous avez connues quand vous aviez 25 ans, et puis de passer une semaine ensemble, mais
on n'est plus les mêmes. Chacun a une trajectoire de vie avec des obstacles, des difficultés, des joies, des parcours qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc on ne va pas se retrouver comme quand on avait 25 ans. Inévitablement. Inévitablement. Oui. Et il y a aussi l'ombre, enfin, des enfants qu'on ne voit jamais dans le roman, Oui. mais dont on sait qu'ils sont là. Alors, quelle est l'attitude des enfants par rapport à cette décision des parents? Mais l'attitude de la fille d'Hervé, qui elle est une carriériste, qui roule dans une grosse voiture, elle se dit que son père est complètement à la masse. D'ailleurs, elle se dit il ferait bien de consulter un gériatre et voir s'il n'y a pas un problème d'Alzheimer, ce qui n'est pas le cas. Mais en tous les cas, ça lui plaît pas trop, elle ne comprend pas. Les autres personnages, les enfants, ils sont moins présents quand même. Oui. C'était surtout la fille d'Hervé, qui est résolument, oui. Qui est dans une situation un peu, mais qu'on rencontre probablement dans la réalité aussi, oui. d'infantilisation de son père. Oui, oui. Et puis il y a la relation entre les deux frères. Oui, alors Hervé a un frère qu'il n'avait pas tellement envie de convoquer dans cet habitat groupé, parce que finalement il allait se retrouver rien qu'avec des femmes. Hervé, ça l'arrangeait plutôt bien. Et son frère Philippe, finalement, il se sent un peu obligé, parce que Philippe a un des problèmes de santé, donc il l'accueille malgré tout, et là vont ressurgir en fait les différends entre eux qui avaient été vécus lorsqu'ils étaient plus jeunes. Hervé était plutôt séducteur, son frère Philippe était plutôt, c'est un ingénieur, c'est un homme qui a fait carrière, qui a vécu avec sa femme jusqu'à devenir veuf, une vie plutôt de couple heureuse, alors que Hervé a plutôt butiné sa vie affective. Ça n'a rien d'extraordinaire, il est un peu passé de femme en femme. Et il faut dire aussi qu'ils sont là pour une période d'essai. Oui. Qui pose des questions déjà dès le départ, c'est l'aménagement de cette maison. Oui. Mais oui, Hervé, quand il dit « je vais accueillir tout le monde », il se rend compte que peut-être il faudrait ajouter une salle de bain en plus. Il va falloir aménager son bureau. Ça ne sera plus un bureau, mais ça va devenir une chambre à coucher pour l'un des personnes. Donc il s'agit de commencer à bouger des choses dans la maison. Et il essaye et sa femme qui s'appelle Alba, oui c'est ça, elle, ça l'intéresse pas du tout. Elle se dit, moi je vais me retrouver avec tous ces vieux ici, je vais devoir jouer l'infirmière. Non, c'est pas ça que je veux de ma vie. Donc elle tire la tête. Ce qui pose la question aussi des couples qui ont une grande différence d'âge entre les deux partenaires. Oui. Elle a 17 ans de moins que lui, et donc 65 et moins 17, faites le calcul, ça fait beaucoup quand même. On n'est pas au même stade dans la vie. Donc c'est un problème supplémentaire dans l'organisation. Oui. Donc les chances de réussite dès le départ sont quand même... Mais elle va s'en aller. Alba, elle va claquer la porte, elle va s'en aller. Ce qui arrange peut-être pas mal Hervé finalement, mais ça va changer quelque chose au niveau de la dynamique entre les personnages, parce que il fallait quand même une histoire d'amour aussi dans l'affaire. Donc vous avez dû en inventer une autre. Donc voilà, il y a une des femmes qui est très éprise, mais pas celle auquel on s'attend, qui est très éprise d'Hervé. Il y en a deux qui sont très éprises d'Hervé. Oui, il y en a une qui va devoir abandonner l'affaire. C'est vraiment le tombeur. On essaie de se le représenter d'ailleurs. Oui, lui c'est un homme assez, j'ai envie de dire assez ordinaire. Certaines personnes m'ont dit, mais il n'est pas sympa ton héros. Je dis, mais pour moi c'est un homme comme on en rencontre très souvent, qui est charmant, qui est parfois un peu égoïste, qui est parfois un peu macho aussi. Mais bon, qui en même temps est généreux de lui-même. Il y a aussi quelque chose qui reste dans le non-dit, mais par moments on voit émerger, c'est la question financière. Oui. Parce que dans ce type d'arrangement, c'est important. Oui. Alors j'ai peu abordé cette question-là dans le roman. C'est venu chez l'une ou l'autre, l'un ou l'autre personnage qui s'est dit, mais peut-être en d'autres termes, si moi j'abandonne tout, parce que ces personnages, la plupart habitent Bruxelles et l'histoire se passe
en Gaume, dans un petit village. Si moi j'abandonne tout, ma maison, je vends mon appartement et que je vais m'installer là-bas, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup Hervé change d'idée ou même s'il meurt, qu'est-ce qu'il advient? Et donc, financièrement, c'est vrai que j'ai peu abordé la question. Si ce n'est juste pour cette semaine, je pense que je leur ai mis une petite contribution financière pour chacun. Oui. Et ça fait partie de ces règles qui ne sont pas établies au Oui. départ Oui. et qui est probablement aussi un problème dans l'organisation. Oui, parce que Hervé, en fait, il est un peu fantasque, il n'a pas trop envie de règles. Et il y a un personnage qui est Ludivine, qui est assistante sociale, qui est assez carrée et qui, elle veut que les choses soient claires, établies, vers où on va, qu'est-ce qu'on veut faire. D'ailleurs, elle a décidé que sa chambre, c'était celle-là et pas une autre. Et donc, elle est celle qui essaye de cadrer les choses et on voit bien que ça tiraille. Mais je n'ai pas été plus loin, puisque le roman, en fait, va se passer sur cette semaine d'essai des 8 jours, à savoir est-ce que c'est possible que nous puissions vivre ensemble à plus long terme. En fait, ça fait quand même une sorte d'inventaire en creux des conditions qui permettent, Oui. qui devraient permettre Oui. la question de l'occupation des lieux, d'autant Oui. qu'une des protagonistes se retrouve en chaise roulante et que, où va-t-on la mettre? Oui, temporaire. Hein. Oui, Temporaire. d'accord, mais Oui. comme l'idée est qu'à terme, Oui. il peut arriver un jour ou l'autre, vu leur âge de toute façon, Oui. qu'ils aient des difficultés de déplacement. C'est déjà compliqué pour arriver ici. Imaginons que vous vous retrouviez au dernier étage. Pas toujours simple. De fait. Donc il y a une série de conditions qui ne sont pas remplies dès le départ et qui laissent des doutes sur les chances de réussite du projet. Est-ce que votre formation de psychothérapeute a joué dans votre réflexion sur l'écriture du roman? Alors c'est une question que souvent on me pose et j'ai envie de répondre pas consciemment. Je ne pense pas à certains de mes patients quand je crée des personnages, pas du tout. Mais je pense qu'effectivement, à force de rencontrer des gens, d'écouter ce que les gens ont dévoilent de leur vie, de leurs difficultés, de leur parcours, je pense que ça nourrit ma manière d'aborder des personnages dans l'écriture. En ce sens que quand je crée un personnage, donc j'invente, c'est d'abord un prénom et puis c'est encore très très abstrait. Je ne vois pas toujours non plus ni le visage, la couleur des cheveux, tout ça, ça vient petit à petit. Mais je sens que j'ai besoin de leur créer un itinéraire de vie, de savoir d'où ils viennent, qui sont leurs parents, de quel milieu social, où est-ce qu'ils ont grandi, dans quelles conditions. Ça me permet de les construire. Et je pense qu'effectivement, du fait de rencontrer une grande variété de personnes dans mon métier, sans doute que ça me permet de construire ça. Et la problématique du vieillissement fait partie des préoccupations que vous rencontrez Oui, effectivement, ça arrive. C'est pas le gros des personnes que je rencontre dans ma patientèle. C'est beaucoup entre 30 et 50, 55 ans. C'est assez rare que des personnes beaucoup plus âgées consultent. J'en ai quand même déjà eu une personne de 90 ans, ce qui est très touchant d'ailleurs, parce que on n'accompagne pas quelqu'un qui commence à faire une psychothérapie, parce que c'est vraiment ça, à 90 ans, de la même manière que quelqu'un de 40 ans. Donc là, c'est plutôt regarder avec la personne qu'est-ce qu'elle a envie de dire de son existence, comment elle voit peut-être, si c'est ça qui l'occupe, comment elle voit sa fin de vie, peut-être comment elle peut accepter ses fragilités. Et ça, ce sont des choses, effectivement, mais c'est assez rare que des personnes de cet âge-là consultent. Derrière la légèreté de l'histoire, finalement, parce que c'est une histoire légère, tout à fait. On imagine bien ça adapté au cinéma d'ailleurs, parce que c'est très dialogué. Donc, avez-vous pensé au fait, après je vais revenir à la question que je pensais poser, mais là, avez-vous pensé à imaginer une adaptation à la télé ou au cinéma? Non, je trouve que je pourrais le dire à mon éditeur, il pourrait le lancer là-dedans. Mais c'est vrai que
mon écriture est peut-être assez cinématographique, en ce sens que quand je commence un chapitre, j'ai besoin de voir où ça se situe concrètement. Est-ce que c'est dans la salle à manger, ou dans la cuisine, ou dans le jardin? Et donc j'ai besoin de visualiser. Et les personnages, vous n'avez pas imaginé des comédiens qui pourraient les Non, incarner? pas à Non. ce stade. Pas à ce Mais stade. je garde l'idée. Donc je reviens à la question que je Oui. pensais prendre. Donc derrière cette légèreté, la mort est là, la Oui, maladie. mais oui. Est-ce que c'est le propre de leur âge ou bien est-ce que c'est peut-être le propre de notre époque ou avez-vous une idée là-dessus ou est-ce que Ouais. c'est vraiment parce qu'ils arrivent bah, en Mais- fin de vie, Mais même en que tous ce soit les, de leur âge? en tous les cas, c'est présent chez ces personnages, la question de la mort et la question du vieillissement, puisque c'est de ça dont il s'agit. Oui, C'est oui, bien comment, sûr. comment on va vieillir et est-ce que je vais mourir tout seul ou accompagné. D'ailleurs, il y a un des personnages c'est Maureen, je crois, elle a travaillé à la Commission européenne, ses enfants habitent en Australie ou en Nouvelle-Zélande, je ne sais plus. Et elle se dit, mais je suis toute seule, moi, en fait. Elle est anglaise. Elle dit, est-ce que je vais rentrer vieillir en Angleterre ou bien est-ce que je vais rester ici parce que c'est ici que j'ai vécu le plus gros de ma vie? Est-ce que je vais mourir toute seule? Mes enfants ne seront pas là? Donc cette question de la mort et du vieillissement, évidemment qu'elle est là. Peut-être que ça parle de ma manière d'aborder les sujets. Étant dans le psy toute la journée, je n'ai pas envie d'écrire quelque chose de lourd et qui va trop chercher dans les états d'âme. J'aime mettre de la légèreté. Et le livre est assez léger. Oui. Les dialogues sont assez légers entre les personnages, mais le sujet est grave. Et apparemment, c'est ce qu'on m'a déjà renvoyé, mais je suis assez d'accord avec ça, c'est que j'aime bien traiter de sujets graves, mais d'une façon légère. C'est l'occasion de parler de vos précédents romans. Oui. Est-ce que c'était dans le même ordre d'idées, des thématiques graves avec un traitement léger, ou bien c'était tout à fait différent? Non, c'est assez constant. Un livre que j'ai écrit qui est Un amour de psy, ça c'était il y a 6-7 ans. Alors ça c'est l'histoire c'est un livre qui a été assez bien reçu, c'est l'histoire d'un psy qui lui il a 60 ans et il apprend tout d'un coup que sa femme est tombée amoureuse d'une femme. Alors là, il tombe de sa chaise et il va plus bien du tout. Il est complètement perturbé par cette nouvelle-là. Et lui qui est supposé s'occuper ou accompagner des patients dans un mieux-être, il est complètement perdu. Et donc il commence à faire des tas de choses qu'il n'est pas supposé faire, c'est-à-dire se confier à ses patients, demander de l'aide à ses patients. Et donc là, je me suis vraiment amusée de cette position de psychothérapeute, de lui faire dépasser les lignes de ce qui n'est pas admis et de ce qui n'est pas éthique. Et donc ça, c'est vraiment c'est sur le ton très très léger. Il y a un autre livre que j'ai écrit juste avant celui-ci, qui est Eden Beach 1970. Et ça, c'est l'histoire d'une jeune Belge en 1970. Elle a 20 ans. Elle part se marier aux États-Unis pour fuir sa famille en Belgique. Elle vient d'une famille catholique, peu bourgeoise, assez étriquée. On est en 1970. Et elle se retrouve aux États-Unis avec un mari qui très rapidement la trompe. Et elle est complètement perdue par cette situation-là. Et elle décide de partir sur la côte Est. Et là, elle devient, comme elle est assez paumée, elle trouve un job comme serveuse de hamburger dans un espèce de petit café. Elle rencontre des personnes. Et là, c'est la découverte d'une autre manière de penser et de vivre, parce qu'on est aux États-Unis dans les années 70, c'est l'époque de la guerre du Vietnam, des contestations sur les campus, et elle découvre une liberté de penser. Elle a une amie, elle fait connaissance avec une femme qui lui dit « Mais enfin, ton mari te trompe, vis ta vie, deviens une femme libre. » On est aussi à l'époque où la contraception commençait à venir sur le marché pour les femmes, donc la pilule. En Belgique, en 1968-70, il fallait être marié pour avoir la pilule.
Il fallait, oui, oui, oui. Ou alors on trouvait un médecin un peu gauchiste qui était prêt à vous la donner si vous n'étiez pas marié. Et donc, le destin des femmes à l'époque était quand même très cadenassé. Il suffisait qu'une femme tombe enceinte, voilà, sa vie était toute tracée. Or là, on est vraiment à une charnière, et c'est ça que j'ai voulu traiter, ce moment où les femmes, tout d'un coup, pouvaient commencer à choisir leur trajet de vie, et en partie parce qu'il y avait aussi la contraception. Et alors, c'était toute cette liberté aussi que l'Amérique offrait à l'époque à cette jeune femme. Donc ça, c'est encore une toute autre histoire. Oui, c'est une autre histoire, mais on voit que le type de préoccupation, vos préoccupations sont toujours très axées sur les relations aussi entre les personnes, sur la manière dont les uns et les autres peuvent s'influencer, s'ouvrir à Oui. autre chose. Oui, C'est un oui, peu une oui. thématique du même ordre, ou celle dont vous parliez avec le psychothérapeute qui se confie à ses patients. C'est aussi le groupe qui Oui, est intéressant oui. C'est vrai qu'il y a toujours dans vos des romans. interactions. Oui, Il y a des ressemblances. oui, oui. Est-ce que vous aimeriez vivre une expérience du type de celle d'Hervé et son groupe? Ah, je demande à mon mari quelle est derrière. Oui, mais il y a un couple, donc Oui, oui. rien n'empêche Oui, oui, de le oui. vivre à deux. Oui, oui. Eh bien, j'en sais rien. Je trouve que c'est assez tentant, mais la vraie question qui me vient quand vous me demandez ça, c'est je me dis, mais une fois qu'on devient beaucoup plus vieux, qu'on a du mal à se déplacer, etc., concrètement, comment ça se passe? Et donc, ça demande vraiment une réflexion à long terme, je trouve, et de préparation. Et donc, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Ça ne s'improvise pas. J'ai pas Et c'est ce l'impression. que je voulais dire aussi Ben à oui, propos de l'organisation ben oui. des lieux. Hervé, c'est un rêveur, hein, d'une certaine façon. Idéalement, il faudrait un Oui, plein pied. mais oui, mais évidemment. Et puis à penser à l'après. Et puis qu'est-ce qui se passe si l'une des personnes, ben voilà, a un gros problème de santé? Est-ce qu'elle peut rester? Est-ce qu'on doit faire des aménagements? Quid avec éventuellement une infirmière ou des médecins? Et toutes ces questions-là, il ne les a pas posées. Vous avez parlé des habitats plutôt Oui, transgénérationnels. oui. Est-ce que vous connaissez des cas concrets où on prend en considération ce genre de, de problématiques pratiques finalement du grand âge? Euh, je connais un couple qui vit comme ça dans un habitat groupé, et il y a des personnes plus âgées, mais je pense que les personnes plus âgées, pour ceux qui ont 30 ou 35 ans, c'est 65 ans et c'est pas 90. Oui. Donc, je ne sais pas. Et quels sont vos projets? D'écriture? Oui, d'écriture ou pas que d'écriture. Non, je ne vous demande pas si vous avez l'intention d'aller vous installer dans... Non, vos projets d'écriture, Le projet d'écriture, si vous en avez. mais oui, pour l'instant, j'ai un manuscrit qui a été envoyé à mon éditeur, qui est un éditeur bruxellois, qui s'appelle Méo. Il vient de l'accepter, donc je suis toute contente. Ça sera une parution pour l'année prochaine, au mois de décembre. Donc pas décembre maintenant, mais décembre de l'année prochaine. Ça, c'est une histoire plutôt familiale. Et puis pour l'instant, je suis en train d'écrire un nouveau roman. Et mon personnage est une femme. Je l'ai appelée Isabelle, elle a 65 ans. Et ce que j'avais envie de traiter, c'est en fait cette femme, du jour au lendemain, elle est à la pension. Je vais la prendre au tout début. Elle travaille dans une société et on a fait la fête pour la remercier de ses 30 années de service dans la boîte. Et puis le lendemain, elle se retrouve chez elle, elle a un peu le bec dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie? Elle n'a pas trop eu le temps de penser à sa pension et c'est le vide. Et donc j'avais envie de traiter ce sujet-là. À partir de 65 ans, on n'est pas vieux, mais quand même la société nous dit que. Comment on fait? On a encore des années devant soi. Quel sens donner à sa vie à ce moment-là? Quelle orientation? Donc voilà, mais je ne suis pas encore très loin. Donc on reste quand même toujours... Oui, mais je pense que écrire, on doit quand même... Enfin, moi j'ai besoin de partir de choses que je connais, qui me sont familières. Alors, il ne s'agit pas de ma vie du tout, mais parfois, je peux prendre des éléments ou des morceaux d'expérience et les mettre dans la peau d'un personnage ou dans la tête d'un personnage. Parce que imaginer des choses extrêmement loin de moi,
je n'en ai pas le talent. Je pense que certains auteurs ont cette capacité, mais moi pas. Est-ce que c'est du talent ou de l'imagination? Mais peut-être de l'imagination aussi. Et ça demande peut-être de faire beaucoup de recherches. Et en fait, moi, j'ai pas envie de faire de la recherche pour écrire. J'écris de façon assez spontanée. Comme je disais, je ne sais jamais où je vais quand j'écris. Je commence quelque chose et puis les choses viennent. Et je me dis, ah mon Dieu, j'ai fait ce personnage, il fait ça. Maintenant comment je vais continuer? Mais j'aime bien me surprendre aussi. J'ai déjà essayé, avant d'écrire, de faire un plan de ce que va être le roman. Et en fait, je suis incapable de m'y tenir. Et puis, ça m'ennuie, parce que j'ai l'impression que ça devient scolaire. Et donc, j'aime être surprise par ce qui surgit. Et parfois, ça me met dans des impasses aussi. Donc, c'est pas toujours confortable. Ah ben, en parlant d'impasse, Oui. une écrivaine que j'ai rencontrée un jour m'a dit que pour elle, la solution de l'impasse, c'était l'intelligence artificielle. C'était ChatGPT. Alors, je vais vous donner l'expérience que j'ai faite. C'est assez troublant. Avant de commencer ce roman-ci, donc je ne savais pas ce que j'avais envie d'écrire. Et donc, j'ai interrogé le ChatGPT. J'ai dit, je voudrais écrire un roman. Mon personnage s'appelle Sylvie. Elle a 2 enfants. Elle a 45 ans. Et elle a perdu son boulot. J'ai mis 2-3 trucs comme ça. Hein. Et puis, mais instantanément, hein, quelle bonne idée. L'intelligence artificielle, toujours, vous félicite. Hein. Quelle bonne idée. Et puis, il y a 5 ou 6 possibilités qui peuvent être traitées à partir de ce sujet-là. Et donc, me donne des... Y en a-t-il une qui vous plaît davantage ou qui vous parle davantage? Non, aucune ne me plaît, je réponds. En voilà 3 autres. Alors, y en a-t-il une que vous souhaitez qu'on développe? Ok, on développe. Et puis, il me donne des scènes entre les personnages, et puis il me dit, voulez-vous que je vous écrive une scène, un dialogue, c'est flippant, hein, entre 2 personnages qui pourraient être l'ouverture du roman. Je dis oui, et à ce moment-là, mais c'est instantané, et vous avez 3 pages de dialogue avec les personnages que j'ai simplement mis là. Donc à se demander si on a encore envie d'écrire. Ceci dit, en lisant tout ça, c'est quand même assez plat et c'est assez conforme. Mais je peux imaginer que ça pourrait être décourageant. Je me suis dit, ce truc-là, fini, je ne veux plus rien avant d'entendre parler de ça. Mais c'était intéressant de faire l'expérience. Donc il y a ce... Mais en même temps, on peut regarder ça comme une forme de brainstorming aussi. Moi, je travaille en atelier d'écriture. Tous mes romans ont été écrits en atelier d'écriture. Alors, ce sont des ateliers où chacun travaille sur son roman, mais on se rencontre une fois par mois. On se lit nos textes en évolution. Et je trouve ça très intéressant parce que moi, je suis une autodidacte dans le domaine et je ne suis pas très sûre de moi sur ce que j'écris, j'ai beaucoup de doutes. Et donc, c'est intéressant, en cours d'élaboration du travail, d'avoir quelqu'un qui peut vous questionner en disant, enfin, tu fais faire ça à ton personnage, mais avant, il a fait ça, ça ne tient pas trop la route. Ou bien qui peut poser des questions déconcertantes en disant, oui, mais il a quel âge son personnage? Tu ne le dis pas, il a 40 ans ou 60 ans? Et donc, des questions comme ça obligent à réfléchir. Ou ce serait quoi le pire du pire qui lui arriverait à ce personnage, hein, qui le mettrait en danger? Ah, je sais pas, j'ai jamais pensé. Et donc, pour moi, ces ateliers d'écriture dans lesquels je vais régulièrement, c'est une forme de brainstorming puisqu'on travaille en sous-groupe et on se questionne sur nos écrits. Et donc, on pourrait regarder que l'intelligence artificielle pourrait servir à ça à certains moments. Si ce n'est que ce n'est pas un interlocuteur... C'est très formaté. Voilà, et que c'est très formaté. Alors, je vais encore vous poser une question, parce qu'on est en train de parler du métier d'auteur. Je pense que ça intéresse toujours le public. Comment êtes-vous venu à l'écriture? Mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une 12aine d'années, en fait, par des ateliers d'écriture. J'ai commencé à faire des ateliers à gauche et à droite. Et c'était des ateliers pour une après-midi ou une soirée. Et puis, on vous donne, je sais pas, 2-3 photos. Et on vous dit, écrivez un texte. Vous avez une demi-heure pour écrire un texte à partir de ce que cette photo vous inspire. Et donc, c'était tous des petits bouts de texte comme ça. J'ai bien aimé.
entre autres un atelier avec Francis Danemark, qui est auteur, mais qui est décédé là. C'était à la bibliothèque de Uccle. Donc j'ai fait ça dans quelques ateliers, j'ai bien aimé. Puis j'avais des tas de cahiers avec des bouts de texte, parce qu'à l'époque j'écrivais encore à la main. Et puis à un certain moment, j'ai eu envie de faire quelque chose avec tout ça. Et je me suis lancée dans un atelier d'écriture de nouvelles. Et puis après ça, j'ai été dans un atelier d'écriture de romans. Et donc, j'avais aucune idée. Je me suis vraiment lancée là-dedans. Mais l'atelier que je suis, ça me donne un cadre parce que c'est un atelier qui dure 1 an. Donc, chacun travaille sur son propre roman. On est 9. Et on a un engagement d'envoyer un certain nombre de pages tous les mois à 3 lecteurs parce qu'on va travailler en sous-groupe. Et on va aussi l'engagement de lire leurs textes. Et donc, moi, enfin, pas que ça m'oblige, mais d'une certaine façon, oui. Je sais que j'ai des pages à faire pour dimanche maintenant, mais il va falloir que je ne vais pas aller me promener en forêt, je vais plutôt écrire. Et ça me donne un cadre, et j'aime bien. Et puis, je trouve qu'écrire, c'est quand même... On est très seul devant son ordinateur, à se demander parfois, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ferais mieux, effectivement, d'aller dehors, il fait beau. Et là, ça me tient. Et puis, ça crée aussi des liens forts avec les personnes que l'on rencontre qui écrivent, parce qu'on ne se rencontre pas d'une manière dite sociale comme on se rencontrerait d'habitude, mais à travers leur imaginaire, à travers quelque chose de plus intime peut-être, et ça crée des liens d'amitié aussi forts. Et donc voilà, ça c'est aussi très bon. Eh bien, merci Anne Duvivier. On va laisser la parole maintenant au public qui va se demander... Oui. Moi, votre roman, oui. Je vois à peu près là où vous voulez en venir dans votre roman, parce que je suis actuellement dans une IHP. Oui. Donc, vous devez connaître étant psychothérapeute. Oui. Et je me dis, est-ce que c'est pas la solution alternative à la maison de retraite et à la mort seule avec des personnes qu'on ne connaît pas? C'est une belle alternative, mais je pense que le problème, c'est comment mettre ça en place, et ça demande effectivement peut-être une structure qui organise ça, parce que si on laisse les personnes entre elles, comme Hervé, de faire ce projet, c'est compliqué, mais je trouve que c'est une très très belle alternative. Bien sûr. Et par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas justement peut-être plus haut, le pouvoir public. Des pouvoirs publics d'organiser ça comme un IHP ou une maison de retraite, mais en alternative de colocation de personnes d'un certain âge. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais comment faut-il faire? Concernant votre formation de psychothérapie, oui. vous avez fait exactement. Moi, je suis gestalt thérapeute, c'est-à-dire que j'ai fait une formation de 4 ans à l'Institut belge de gestalt thérapie, qui me permet d'exercer en tant que psychothérapeute. Et qu'est-ce qui distingue La thérapie par le cri, c'est pas ça? Non, c'est pas la thérapie par la cri. La gestalt thérapie, c'est une forme de thérapie humaniste qui a comme particularité de s'intéresser à l'ici et maintenant. C'est-à-dire que c'est avant tout une posture thérapeutique, que dans la situation thérapeutique avec le patient, on va s'intéresser à ce qui est en train de se passer là, ici et maintenant, entre le patient et le thérapeute. Et pour vous donner un exemple, si on voit que tout d'un coup, la personne vous raconte quelque chose et qu'il y a tout d'un coup beaucoup d'émotions qui viennent, ou que la personne bouge ou se met comme ça, on a un point de vue phénoménologique, c'est-à-dire d'observation. Et à partir de ce que l'on voit, on va pouvoir faire un arrêt sur image en disant « Tiens, mais là, je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer quand vous me parlez de ceci ou de cela, enfin de ce qui est en train de ce que vous me parlez là. Et qu'est-ce qui se passe ?» Et puis on va ouvrir, on va déplier. Et c'est comme ça que... Donc c'est vraiment une question de posture. Et c'est à partir de là que peut-être il y a quelque chose qui va surgir, sur lequel on va pouvoir travailler, avec laquelle la personne est en difficulté. Donc ce n'est pas du tout une posture de savoir sur l'autre, de ce qu'elle devrait faire, mais c'est plutôt d'exploration avec elle, et de manière à pouvoir remettre de la mobilité
là où il y a des choses qui se sont nécrosées ou figées. Moi, je trouve ça génial, mais pour moi, c'est utopique, quoi. Parce que nous avons chacun une vie derrière nous, avec nos habitudes, etc. Et dire de mettre tout en groupe, c'est pratiquement impossible dans la réalité. Vous y avez déjà pensé pour vous? Oui, à plusieurs reprises, parce que je trouve ça très bien et très amusant. Oui. Très amusant, le côté amusant. Oui. Mais dans la réalité, je me crois très difficilement faisable, à mon avis. Mais je suis d'accord avec vous, je trouve que c'est vraiment difficile et c'est pour ça que dans la situation du bouquin, Hervé qui veut rameuter ses vieux potes, c'est un peu utopique. D'ailleurs, on le sent dans le roman. Ceci dit, j'ai quand même été, suite à l'écriture de ce roman, il y a eu un article dans un journal et j'ai été contactée par un monsieur qui fait partie de Abbey Life. Vous voyez ce que c'est, Abbey Life? Mais Abbey Life, c'est une structure apparemment anglaise, mais qui ont plusieurs maisons en Belgique. Je ne sais pas s'il y en a à Charleroi, il y en a 2-3 à Bruxelles et puis un peu disséminées en Belgique, qui sont des appartements, on va dire quoi, c'est des appartements pour une dizaine ou quinzaine de personnes, à partir de 65 ans, jusque l'âge n'est pas, ça peut être 100 ans, et avec des parties groupées. Mais là, c'est une organisation, c'est-à-dire que les gens sont locataires, donc il n'y a déjà pas le problème immobilier. Les gens sont locataires et il y a quelqu'un qui les aide. D'abord, supposons qu'il y ait 8 ou 9 personnes qui habitent là, s'il y a une chambre qui se libère, il faut qu'il y ait consensus pour faire venir une nouvelle personne, donc sur qui on choisit. Et puis, il y a des règles très strictes, à savoir, chacun à son tour fait le repas. Il y a un tableau à la cuisine pour dire qui viendra manger et qui ne vient pas manger. Donc, il y a toute une structure qui organise ça à la base. Et je pense que c'est ça, toute la difficulté. Et ça, ce sont des initiatives. Je pense que c'est le secteur privé, je n'en suis pas certaine. Oui, si, il y en a une à Gerpine. Il y en a une à peu Gerpine. près le même style, Oui. quoi. Et ça fonctionne bien. Mais les prix sont débiles. Ça, je ne sais pas. Il existe les Baba Yaga. Oui. À l'origine, ce sont des femmes Oui. qui justement se mettent ensemble pour vivre. Oui. Et là, c'est beaucoup plus cool que très structuré, tout ça. Oui. Ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Oui. Oui. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'initiatives de ce genre-là, parce que ça répond à un besoin. On est une population, on vit de plus en plus tard, et en bonne santé, et donc je trouve que c'est vraiment intéressant de regarder ça. Hein. La règle qui est commune avec ce que vous disiez, c'est que s'il faut une nouvelle personne, c'est par consensus. Il faut un consensus. Ben oui. Ben, c'est ça la question que j'allais mettre sur. Est-ce que le fait de s'être reconnu avant est le meilleur critère, ou bien est-ce que justement d'autres critères doivent. Mais oui. Comment trouver précisément, a priori, les personnes avec lesquelles on va s'entendre? Parce qu'il y a cette question-là aussi. Puisque vous dites qu'il doit y avoir consensus pour accepter une nouvelle personne, mais sur quelle base Pour avoir vécu en communauté il y a quelques années, quand on voyait les différentes communautés, c'était un peu ça aussi. Il y a des endroits où ça prend, il y a des endroits où ça prend pas. Et il y a les personnes qui constituent la communauté, ça va jouer beaucoup. Je suis pas certain que c'est le fait d'avoir des règles ou pas des règles, mais c'est de savoir fonctionner avec des règles ou de savoir fonctionner sans règles. C'est plus ça pour moi le critère. Si on a un ensemble de personnes qui savent fonctionner sans règles, si on met des règles, ça marche plus. J'ai connu ça. Mais vous avez une expérience là-dedans. Donc, c'est une aventure humaine, donc c'est difficile de généraliser comment on peut faire ou comment on peut pas faire, mais tout est possible. Mais je pense que ça prend du temps. Je pense qu'il faut surtout pas, quand j'entends en une semaine, ça c'est une mauvaise idée. Ça, c'était pour le roman. Oui. Et je voulais m'amuser. Bien sûr, on n'est pas dans la réalité. Mais si on prend le temps et qu'on élabore un projet, pourquoi pas. Hein. Mais il faut, indépendamment des règles, il faut quand même penser qu'on est avec des personnes âgées et que donc il va y avoir des contraintes à un moment. Voilà, dans les Baba Yaga, c'est un problème qui se pose forcément, vu que ce sont des dames âgées. Oui. Et de un, ces problèmes de santé arriveraient à domicile aussi.
Oui. Oui. Il faudrait de toute façon prendre des... Mais il y a lieu d'y penser avant Ah Oui, oui, c'est tout ça. à fait. et de Mais il faut prévoir. savoir que, bon, voilà, Oui. il n'y a pas seulement que des problèmes de santé, hein, il y a des décès aussi, hein, Oui, parce oui. que bon, on ne meurt pas toujours après une longue maladie, parfois on Oui, meurt oui. Oui, oui. de manière assez brutale, et bon, il y a Oui. tout ça à gérer aussi. Oui. Il doit quand même y avoir, disons, prévoir une aide extérieure en cas de besoin. Infirmière, médecin, mais enfin, dans la vie, quand vous voilà. êtes tout seul en appartement, c'est la même Quand on chose. a 90 ans, qu'on vit en communauté ou tout seul dans un appartement, j'ai envie de dire, c'est plus risqué tout seul dans un appartement que... Certainement. Ça me fait penser aussi, vous parlez des Baba Yaga, au fond, aux Béguines autrefois, qui Mais vivaient oui. aussi Oui, tout à fait. dans leur petite maison avec des services communs, finalement. Tout à fait. Ben oui, j'étais à Bruges la semaine dernière, effectivement. Il y avait encore une vieille béguine avec son petit voile et sa longue robe au béguinage. Mais c'est vrai que mon roman, c'est avant tout des interactions humaines. Oui. Ce n'est pas un essai sur l'habitat. Oh non, ça c'est certain, mais ça, Oui. ça amène, Oui, à- oui, ça oui. permet de discuter de, Oui, oui. des relations Mais oui. humaines et des Oui, oui. difficultés, Oui, oui. quels que soient les âges déjà, de s'entendre entre humains, mais à plus forte Oui. raison là, Mais oui. quand différentes... Mhm. Mais on peut continuer de manière plus informelle les conversations avec Anne Duvivier, que nous allons encore remercier et applaudir. Et en tous les cas, merci beaucoup d'être là. Et merci à Françoise. Hein.